Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, il y a 5 ans, Emmanuel Macron rendait un hommage national au professeur Samuel Paty, assassiné quelques jours plus tôt par un islamiste à la sortie de son collège. Est-ce que depuis, il y a eu un véritable sursaut national? Est-ce que l'éducation nationale a tiré toutes les leçons de ce drame? Je serai avec Delphine Girard. Elle est professeure de lettres et fervent défenseur de la laïcité. François-Xavier Ménage est grand reporter au JT de TF1. Il arpente la France au cours de ses reportages. Aujourd'hui, il signe un livre, fruit de ses 4 années sur le terrain. Son titre, Les Oubliés, enquête aux racines de la colère française. Il sera sur ce plateau pour nous raconter les raisons et ses rencontres des Français. On parlera en fin d'émission de patrimoine. Je vous ferai découvrir l'incroyable histoire d'Édouard Guyot, un jeune homme qui a seulement 22 ans achète un château en Champagne. 10 ans plus tard, il est le lauréat du grand trophée d'Assaut Histoire et Patrimoine, un prix qui récompense son audace et un magnifique travail de restauration. Vous avez le programme? Point de vue, c'est parti. Bonjour Delphine Girard. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeure de lettres classiques, vous êtes une défenseure fervente de la laïcité au sein du comité Laïcité République et au conseil des sages de la laïcité. Vous êtes également auteur de ce livre, Madame, vous n'avez pas le droit. C'est aux éditions Lattès. Il y a 5 ans, jour pour jour, c'était aujourd'hui, la France rendait hommage à Samuel Paty. C'était un discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Je vous lis les mots que le président à l'époque a dit. Chaque jour, recommencer. Alors oui, dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, nous redonnerons aux professeurs le pouvoir de faire des républicains la place et l'autorité qui leur reviennent. Nous les formerons, nous les soutiendrons, nous les protégerons autant qu'il faudra. Alors, 5 ans après cette promesse faite par le président de la République lors de cet hommage dans la cour de la Sorbonne, est-ce qu'elle a été tenue, Delphine Girard ? D'abord, je vous remercie de citer ce discours parce que c'était un très beau discours qui nous a nourri de beaucoup d'espoir et qui nous a un peu pansé nos plaies. Mais il faut bien dire que les mots n'ont pas été suivis des effets escomptés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont été suivis d'aucun effet. Ça n'est pas le cas. On ne peut pas dire que, notamment sous Jean-Michel Blanquer, il n'y a pas eu une prise de conscience de l'institution qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'un professeur est en difficulté ou menacé, il n'est pas davantage pris au sérieux. Les professeurs sont davantage accompagnés lorsqu'ils sont en difficulté dans leur classe, mais ce faisant, on a toujours un coup de retard sur les islamistes et sur les ennemis de l'école, parce qu'il n'a pas été en amont suffisamment fait de travail, de préparation et de mise en œuvre diverses de l'institution pour éviter que ces situations se reproduisent. On exfiltre les enseignants s'ils sont en difficulté, on les accompagne, on les protège, mais on n'a pas pris la mesure de ce qu'il faudrait mettre en œuvre vraiment à bien plus grande échelle pour éviter que les enseignants se retrouvent dans ces situations. Je parle par exemple de la formation des 1000 qui a été impulsée par Jean-Michel Blanquer sur la foi du second rapport de Jean-Pierre Aubin, qui avait vocation initialement par ruissellement à former 1 million d'enseignants. Comme quoi, le ruissellement, ça marche jamais très bien, puisque cette formation... À la laïcité. Aux questions merci de laïcité et des difficultés qu'elle peut susciter en classe. Cette formation, malheureusement, elle a été mal suivie, peu suivie, faute de budget. Tout simplement. Faute de... Pourquoi ça coûte si cher? En quoi ça pourrait coûter très cher? Former 1 million d'enseignants, ça veut dire qu'il faut pouvoir les retirer des classes, ça veut dire qu'il faut pouvoir les remplacer, ça veut dire qu'il faut pouvoir... Il n'y a pas un moyen de faire une formation en ligne, entre guillemets? C'est déjà un outil. Alors, il y a eu des formations en ligne, mais les enseignants ont besoin d'une formation concrète maintenant. Ils ont besoin d'avoir autre chose qu'une parole, si vous voulez, un peu doctorale qui vient d'en haut et qui leur fait un cours sur la laïcité. Justement, ce qui nous manque, c'est de cas pratiques. On a besoin que les professeurs d'EPS, les professeurs d'SVT, les professeurs d'anglais, tous ceux qui, dans leur formation disciplinaire, n'ont pas été formés à ces questionnements, soient assez assurés
de leur dans leur réponse, dans leur réponse pour être capable de répondre à un élève qui leur dit « Mais madame, vous n'avez pas le droit de nous montrer ça. Mais monsieur, vous n'avez pas le droit de nous obliger à la pratique sportive mixte de la lutte, par exemple. Madame, vous n'avez pas le droit de dire qu'on peut rire du prophète. Madame, vous n'avez pas le droit de nous faire lire ce texte de Voltaire qui serait des religions. Madame, vous n'avez pas le droit de nous enseigner la reproduction sexuée ou le darwinisme. » Ce sont dans des C'est ce que vous entendez, hein, ces phrases-là. C'est ce que les enseignants maintenant... Vous entendez, vous, vos collègues? Bien sûr, c'est ce que les enseignants maintenant entendent de la part d'élèves qui n'ont pas toujours conscience du caractère politique de leur récrimination. Mais il y a derrière ces, comment dirais-je, ces injonctions au silence de la part de certains élèves, il y a des familles en réalité et il y a un projet politique auquel il faut être préparé. Et la préparation des enseignants, elle doit être pratique et donc elle doit être d'une part en présentiel, elle doit être massive et il nous faut des moyens pour cela. Vous dites que tous ne se sentent pas concernés, les professeurs. On se dit que ça ne concerne que finalement les professeurs d'histoire-géographie. Est-ce qu'il y a ce ressenti, ce sentiment Exactement. Beaucoup ont l'impression que c'est une affaire d'abord d'enseignants et ensuite que ça concerne essentiellement les professeurs d'EMC et d'histoire-géographie. Ça n'est pas le cas parce qu'encore une fois, là où on a le plus de récrimination, par exemple, ou de contestation de cours, ça va être en SVT, en sport, parfois maintenant en musique, et parfois en art plastique. Parfois en musique. Parfois en musique, ça arrive en musique. La musique, c'est haram, c'est péché. Ça peut arriver. Ça veut dire que il faut... Ça veut dire que tout le corps enseignant est concerné. Mais depuis l'assassinat de Samuel Paty, les professeurs ont pris la mesure de ce danger. Oui, mais malheureusement... Pas tant que ça. Malheureusement, beaucoup d'enseignants en ont pris la mesure... il faut le dire, en choisissant la voie de l'autocensure. C'est-à-dire que nous avons tous pris la mesure de la difficulté dans laquelle on pouvait se trouver lorsqu'on abordait les questions qui ont trait à la religion. Et beaucoup d'enseignants, et on peut tout à fait le comprendre, en ont pris la mesure en choisissant d'autres options pédagogiques. Il y a un contournement. On contourne le sujet, on évite le sujet. On fait d'autres choix pédagogiques qui sont potentiellement plus confortables. Et si on veut donner à tous les enseignants le courage de ne pas choisir la voie de l'autocensure, il faut encore une fois les former massivement, et pour cela, il faut des moyens, au-delà des discours. Et puis, il faut surtout que tous les enseignants soient maintenant assurés que le pas de vague est derrière nous, qu'on sera inconditionnellement soutenus par vos directions. Par la hiérarchie, du bas jusqu'aux en haut. Est-ce que vous notez autour de vous une fracture générationnelle entre les anciens professeurs ou des professeurs plus âgés, plus expérimentés et les jeunes professeurs? Oui, c'est exact, vous avez raison. C'est assurément un sujet générationnel. La laïcité, c'est proprement un conflit de génération. C'est-à-dire que en deçà de 40 ans, vous avez de nombreux enseignants qui, comme au sein de la société, la même fracture générationnelle se fait jour, qui ont tendance à penser que la laïcité est liberticide ou qu'elle est discriminante à l'endroit des musulmans parce qu'elle serait dirigée plus spécifiquement vers cette communauté-là, ce qui naturellement est totalement faux. La laïcité, elle entend empêcher toutes les religions qui veulent dicter leur loi à la République de le faire, mais pas plus l'une que l'autre. Voilà, et cette idée véhiculée par une certaine gauche, la gauche non républicaine, la gauche LFI, selon laquelle on serait raciste lorsqu'on défend la laïcité, encore une fois, ce qui est absolument contradictoire, c'est une idée qui met les enseignants dans un inconfort intellectuel insupportable. Et c'est bien normal. Moi, si vous me traitez de raciste, je vous casse la figure. Oui, c'est une accusation c'est insupportable. Grave. C'est grave. Et naturellement, cet amalgame qui est fait entre la défense de la laïcité et censément l'accusation de racisme anti-musulman, elle est insupportable et elle met les enseignants dans un tel inconfort que, si vous voulez, entre le doigt pointé des LFistes et le couteau des islamistes, vous vous trouvez comme prof dans un étau dont personne, naturellement, n'a envie. Et c'est cela, le produit de l'autocensure. Et du côté des élèves, alors, vous dites cette notion de laïcité, elle commence à être un peu plus comprise ou pas tant que ça, là, entre ces 5 années qui viennent de s'écouler, entre l'assassinat de Samuel Paty et aujourd'hui? Les élèves ont maintenant conscience qu'il s'agit d'un véritable enjeu. Ils sont très perméables aux émotions. Ils ont compris la notion de laïcité? Ils sont très perméables à l'émotion que les enseignants peuvent mettre lorsqu'ils font par exemple l'hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard.
Ils ont conscience maintenant que c'est un sujet profond et pas juste un sujet de débat politique. Mais l'ennui, c'est que c'est extrêmement variable d'un établissement à l'autre. Il n'y a pas eu de directive nationale, il faut le dire, suffisamment courageuse de la part de l'Éducation nationale pour faire de cet hommage un moment solennel et surtout un moment pédagogique. Dans un établissement, vous pouvez avoir une minute de silence qui sera complètement décontextualisée, formelle et suivie d'aucune explication. Dans d'autres, comme par exemple mon établissement, on va avoir un temps pédagogique dédié de plusieurs heures pour discuter ensemble des enjeux de cet attentat. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet attentat ? Pourquoi on s'en prend à l'école ? C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était la semaine de commémoration, si je puis dire. Dans votre établissement, il y a eu un moment pédagogique autour de cette minute de silence, entre autres. Bien sûr, tous les enseignants ont été invités pendant 2 heures à discuter avec leurs élèves de ce que c'est, quelles sont les limites de la liberté d'expression, quels sont les tenants et les aboutissants de la laïcité, qu'est-ce que ça représente et surtout quelle est la symbolique de cet attentat contre l'école. Parce qu'à travers cet enseignant, c'est l'école qui est visée, mais l'école, si vous voulez, comme pouponnière de la démocratie. C'est pas juste un problème de l'enseignement, c'est pas un problème d'éducation nationale. Les terroristes attaquent à travers l'école le berceau des futurs libres penseurs, des futurs démocrates, des futurs laïcs. Et donc, c'est une lutte d'avenir qu'ils mènent contre toute la République. C'est pour ça qu'on a besoin maintenant d'un plan pour sauver l'école, d'un plan politique, si vous voulez, pour sauver l'école républicaine, qui ne soit pas cantonné à la seule éducation nationale. Et c'est pour cela qu'on appelle, par exemple, nous de nos voeux, la création d'un secrétariat d'État dédié à la seule question de la laïcité en milieu scolaire. Comment s'est déroulée justement cette commémoration dans votre établissement, ce moment pédagogique que vous avez fait dans votre établissement? Quelles ont été les réactions, les commentaires des élèves? Est-ce qu'ils ont été attentifs? Est-ce que ça les a intéressés? Est-ce qu'il y a eu du désintérêt au contraire? Les élèves sont... Et dans quelle classe on est aussi? Oui, moi j'ai fait cela avec des troisièmes. En troisième, vous avez un petit peu... Vous avez souvent des élèves qui sont pris dans un conflit de loyauté, et il faut le comprendre. D'un côté, ils sont sensibles à la parole de l'enseignant, ils sont sensibles naturellement au drame, les élèves ne sont pas des terroristes, hein, ils sont empathiques, ils trouvent ça horrible, ce qui est arrivé à Samuel Paty, mais ils sont souvent pris dans un conflit de loyauté qui leur fait dire que, bien sûr, l'attentat est insupportable. Bien sûr, ça symbolique le fait de s'en prendre à l'école parce que c'est le berceau de la liberté de penser, c'est insupportable. Mais néanmoins, ils ne comprennent pas pourquoi tout cela doit induire le fait qu'on peut, par exemple, se moquer du prophète. C'est, si vous voulez, ce maillon du raisonnement dans lequel il faut les accompagner de manière extrêmement pédagogique et importante, parce que c'est pas facile. Donc des élèves plutôt attentifs, concernés, mais à accompagner sur cette notion. Vous avez siégé, vous avez cofondé, hein, vous, Vigilance Collège-Lycée, c'est un collectif d'enseignants du secondaire. Vous êtes de plus en plus, vous voyez de plus en plus d'enseignants vous rallier à cette cause, ou au contraire... Depuis la sortie de mon livre, Madame, vous n'avez pas le droit, oui. J'ai de nombreux messages de soutien de collègues. Chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole en public, j'ai beaucoup de gens qui viennent me trouver en me remerciant. La vérité m'oblige à vous dire que ça n'a pas fait exploser les adhésions, mais on le comprend, parce que les profs n'ont pas très envie de s'exposer sur cette question. Parce que c'est la peur qui domine, c'est ce que ça veut dire ? À la vérité, c'est la peur. Mais il faut bien le comprendre, ça n'est pas seulement la peur, encore une fois, des islamistes, c'est aussi la peur de l'anathème moral qui nous est lancé à la figure par une partie de l'opinion, par une partie notamment de la gauche non républicaine, et qui fait que beaucoup d'enseignants ont maintenant l'impression que c'est devenu un sujet très technique. La laïcité, la liberté d'expression, c'est devenu un sujet de spécialistes. Les enseignants se cachent derrière moi parce que j'appartiens au Conseil des sages de la laïcité. Pourquoi cette idée de penser que c'est un sujet technique ? Eh bien parce que c'est un sujet qui est devenu passionnel dans le débat public. La laïcité, elle est brandie, si vous voulez, par l'extrême gauche comme un épouvantail censément xénophobe, anti-musulman, raciste.
islamophobe, hein, ce fameux anathème de l'islamophobie. Et à l'extrême droite, elle est brandie comme un pare-feu anti-immigré et un pare-feu anti-musulman. Naturellement, dans l'un et l'autre cas, c'est une instrumentalisation qui est fausse, hein, qui dévoie la laïcité. Elle n'est ni donc ça devient un sujet inflammable et risqué et dangereux, c'est ça? Ça devient un sujet passionnel et donc toxique. On a peur de tomber dans l'un ou l'autre des deux écueils qui sont brandis par les extrêmes. La laïcité, il faut, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut que ça devienne une vraie cause nationale. Absolument. C'est ça? Justement, absolument. Si vous voulez, le seul moyen, à mon avis, de sauver la défense de la laïcité, c'est d'en faire une grande cause nationale de la République parce que c'est le meilleur moyen de la dépassionner et de la sortir du champ de la diatribe politique. Il ne faut plus qu'elle soit un enjeu électoral, un repoussoir pour les uns ou un pare-feu pour les autres contre l'immigration. Il faut la dépassionner, il faut la sortir du débat politique. Il faut que maintenant toute la nation, dans son ensemble, et un peu solennellement, se tienne derrière ses enseignants. Indistinctement de nos appartenances politiques et que toute la nation dise à ses profs qu'elle se tient derrière eux quand ils ont encore le courage de transmettre les valeurs républicaines. Et concrètement, alors, comment on s'y prend? C'est d'abord une prise de conscience très forte, c'est ça? Alors, effectivement, on a besoin d'une prise de conscience du pouvoir exécutif. On a besoin que le sujet soit pris à bras-le-corps par le plus haut sommet de l'État. Et pas seulement... Votre ministre, le ministre de l'Éducation, qui vient de changer. Non, au-delà de notre ministre. Au-delà du ministre? Au-delà de notre ministre. Notre ministre, Jean-Michel Blanquer, a fait tout ce qu'il pouvait faire pour la laïcité avec son budget. Mais son budget est limité. Il a lancé cette fameuse formation. Il y a alloué un budget considérable qui ne peut pas tenir dans la durée sur 2, 3, 4 ans. On a besoin d'un budget ad hoc. On a besoin d'un cap politique ad hoc. On a besoin d'une ambition politique ad hoc. On a besoin d'un secrétariat d'État qui serait par exemple relié à l'Éducation nationale ou ministre de l'Intérieur, mais qui serait dévolu à la seule question de la laïcité en milieu scolaire, de sorte qu'on puisse avoir un cap politique, un plan politique, des audits, des formations qui permettent de, si vous voulez, de prévenir les situations de crise et pas toujours de mettre des rustines quand le bateau prend l'eau. Delphine Girard, pourquoi vous êtes engagée, vous, personnellement, dans ce combat pour la laïcité? Il démarre à quelle date? C'est à partir de l'assassinat de Samuel Paty il y a 5 ans, réellement, que vous emparez de cette question? Alors, moi, j'ai toujours naturellement été laïque. D'abord parce que mon histoire personnelle m'y portait. La conviction selon laquelle l'école laïque permet à chacun d'échapper à ses déterminismes, sociaux, culturels ou religieux, elle fait partie de mon parcours. Moi, je suis personnel. Moi, je suis une enfant de la République. Je suis la première de 4 générations à avoir eu mon bac. Je suis agrégée de lettres classiques et j'ai changé de trajectoire grâce à un prof. Un prof qui m'a dit un jour, cette culture-là, c'est aussi pour toi. Ça a été un déclic. Ça a été un déclic. Et je lui dédie mon livre, notamment, ainsi qu'à ma mère, qui m'a également portée dans cette voie. Mais c'est quelque chose auquel je crois. Je crois que l'école peut permettre à chacun de choisir son destin, de sortir de ses déterminismes sociaux, tribaux ou religieux. Et la deuxième des choses, c'est que naturellement, donc laïque, je l'ai toujours été, mais je n'en avais pas fait un combat, c'est vrai, en tout cas pas un combat central, avant l'assassinat de Samuel Paty, qui a été une véritable catastrophe, au sens grec du terme, c'est-à-dire catastrophe en grec, c'est le renversement, le bouleversement, le chamboulement, le bas devient le haut, le haut devient le bas, ça a été une immense catastrophe, une immense révolution, dans le sens où on savait, si vous voulez, que notre liberté d'expression était tenue en joue par les terroristes. On savait que notre mode de vie était dans leur viseur depuis le Bataclan. On savait que notre communauté juive était également dans leur viseur. Mais l'école, c'était le sanctuaire. L'école, c'était le sanctuaire. D'abord, l'école, c'est l'enfance. Il y avait comme une profanation. Et il y avait quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose... L'école, c'est le dernier rempart de la démocratie. Et lorsque on s'est aperçu que l'école était maintenant clairement en première ligne, avec quelques camarades, on s'est dit qu'il fallait résister, tout simplement. Qu'il fallait résister. Merci Delphine Girard pour votre témoignage. Et je rappelle le titre de votre livre, Madame, vous n'avez pas le droit. C'était aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci d'avoir été en direct avec nous. Le grand reporter de TF1, François-Xavier Ménage, arpente la France pour ses reportages. Il fait ce
constat, de plus en plus de Français se sentent oubliés et petit à petit, la colère monte. Parmi eux, il y a les soignants. L'urgentiste Caroline Brémaud était venue sur ce plateau en mai dernier témoigner de ce qu'ils vivent à l'hôpital, notamment à Laval. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après avec François-Xavier Ménage. Les collègues sont fatigués, ils sont désabusés, ils se sentent incompris. Les autorités de tutelle donnent des directives qui nous paraissent un peu hors sol. Je pense qu'il y a une grosse fatigue générale. On est malmené alors qu'on doit être au top pour prendre soin des autres. On peut difficilement prendre soin de quelqu'un si on est soi-même dans un certain mal-être, avec la conviction qu'on fait mal son métier parce qu'on est pressurisé, on doit faire vite, faire plus, avec moins de moyens. Et je pense que le système est toxique, il faut remettre de l'humanité dans le soin, il faut remettre des soignants au chevet des patients. Et quand on nous parle restriction de budget, je me dis que le gouvernement et les gouvernements successifs n'ont toujours pas compris. Bonjour François-Xavier Ménage, merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes un visage connu de TF1 où vous êtes grand reporter. Vous êtes là pour un livre que vous venez de signer, Les Oubliés, enquête aux racines de la colère française. Un livre qui est le fruit, c'est ça, de 4 années de reportage, 4 années à arpenter la France. Vous êtes donc aux avant-postes, observateur aguerri. Pourquoi un livre, vous qui êtes un homme de l'image? Parce que je pense que parfois c'est bien déjà, ne serait-ce qu'à l'intérieur de moi-même, d'essayer de poser les choses. Et je me dis que dans ce monde, et je vous le dis vraiment en toute sincérité, on est tellement paumé, on a bien du mal à comprendre où on habite et qui sont nos voisins au sens large. Si je suis paumé, tout le monde l'est. Et donc, de poser les choses, d'essayer de donner du contexte, et c'est le principe même de ce livre, ça permettra peut-être de s'éclairer un peu. Parce qu'il y a plein de politologues qui nous disent comment va la France. Moi, je ne comprends pas toujours ces phrases. Et surtout, je trouve un peu, même si Dieu sait que c'est nourrissant d'avoir des politologues et des sociologues, mais il faut aussi du concret. Le concret dans ce que ça a de plus éclairant dans ces moments où on est dans un brouillard qui s'épaissit toutes les semaines. Revenir au réel. Le titre de votre livre, c'est Les Oubliés. Qui sont les oubliés ? C'est des gens sur tout le territoire français. On reviendra dans le détail, mais il y a un territoire en particulier ou c'est tout le territoire? C'est tous les territoires. Ils sont oubliés tout en bas, pour ne prendre que l'exemple de ceux qui ont été applaudis pendant le Covid et qu'ensuite on a oublié, et ça a créé des blessures, et ça a créé des colères, et ça se traduit aujourd'hui socialement et politiquement. Et c'est aussi, parce qu'il faut réfléchir contre soi-même, ceux qui sont parfois en haut de l'échelle sociale, nommés, et là il faut s'accrocher, c'est ce que j'ai découvert dans le livre, nommés par des ministres, par décret, pour gérer des agences de l'État, et qui tous les jours sont devant leur ordinateur, et se disent « qu'est-ce que je fous, à quoi je sers, pourquoi on ne m'appelle pas ?» pour bosser. Là, je trouve que les oublis peuvent être partout, et ces oubliés-là, quand ils expriment de la colère, c'est pas une colère qui est très médiatique et télévisuelle, c'est une colère souvent intériorisée, silencieuse, donc c'est plus compliqué d'aller la chercher, cette colère, mais c'est probablement plus riche de l'entendre. En fait, c'est ça. Elle est moins visible, elle est surtout protéiforme, elle prend plein de formes différentes, elle n'est pas organisée, cette colère. Mais j'insiste, comme elle n'est pas médiatisée, je pense qu'il faut justement s'en emparer aussi pour comprendre ce qui se passe, parce que sinon, qu'est-ce qu'il y aura? Et là, c'est le journaliste qui parle, et pas autre chose que le journaliste. On fera comme aux États-Unis, on se dira, bah merde, voilà, on est en 2027, on s'est pris un mur dans la gueule, et ah bon, la France, elle réfléchit comme ça? J'aime pas cette phrase. Je pense que nous, reporters, on doit justement raconter les soubresauts qui sont ceux de la France aujourd'hui, là, fin 2025. Justement, cette colère, vous la sentez monter depuis combien de temps? Parce qu'il y a aussi les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est 2018. Vous avez couvert aussi cette période. Et est-ce que cette colère des Gilets jaunes, elle est la même que ce que vous avez rencontré ces dernières années, ces 4 dernières années? C'est une excellente question et c'est très dur de répondre en fait. Parce que je pense que dans ce livre, moi j'ai eu la chance de voir des centaines de personnes, comme je suis sur le terrain toutes les semaines. Certains se revendiquent encore d'une certaine manière de la colère qu'on a pu entendre des Gilets jaunes, mais très peu. C'est quasiment un mot que je n'ai jamais entendu en 4 ans. D'enquête sur le terrain. Très peu d'interlocuteurs m'ont dit qu'il faudrait relancer les Gilets jaunes. Si je suis tout à fait transparent avec vous, j'ai dû l'entendre 3 fois.
C'est un peu disparu du paysage. Disparu, ou alors en tout cas laissé de côté. Laissé de côté. Et on l'a vu en septembre, quand il y a eu cette mobilisation qui n'était pas celle des Gilets jaunes, mais qui appelait effectivement à ce que des citoyens en colère descendent dans la rue. On n'a pas vu grand monde aujourd'hui. C'était donc il y a quelques semaines. Et moi, j'ai le sentiment que la colère telle qu'elle s'exprime, et elle est plurielle, hein, cette colère, elle a parfois des racines différentes. Et surtout, il y a l'idée que ces Français qui se sentent méprisés ne savent plus, justement, à qui s'adresser. Et par ailleurs, ils ont un problème de perspective. Et là, forcément, ça a un écho vis-à-vis de la classe politique, c'est qu'il n'y a plus de perspective. Et donc, ces colères sont intériorisées. Comment elles vont se traduire dans quelques années ? Je n'en sais foutrement rien. Et c'est d'ailleurs justement ce qui donne beaucoup de points de suspension. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se traduire. Comment ça va se concrétiser ? Le sentiment qui domine, c'est lequel ? C'est d'abord un sentiment d'être abandonné par l'État ? D'être abandonné par l'État. On va donner un exemple très concret, je pense, pour que tout le monde comprenne. On parle des déserts médicaux, qui sont aujourd'hui, pour de nombreux élus locaux, quand on va vers eux, ils nous disent le premier problème des citoyens qui vivent dans ma commune, c'est de trouver un médecin. C'est même pas l'inflation, ce n'est pas l'insécurité et l'immigration, c'est d'abord et avant tout de trouver un médecin. Quand vous n'avez pas de médecin, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et dans ce livre, il y a quand même de l'optimisme. Eh bien, vous avez des soldats totalement inconnus qui font un boulot fou pour que le vivre ensemble, pour que faire société continue justement au rythme où on le connaît. Et donc, vous avez des infirmières à domicile. Je prends l'exemple de Lauriane, qui tous les jours... Tarn, que vous avez rencontré. Qui dans le Tarn, effectivement, tous les jours fait un travail de bénévolat, c'est-à-dire qu'elle va à la rencontre de patients. C'est son métier, hein ? Son métier, elle est infirmière libérale. C'est pas une bénévole. Elle ne vit que de ça, sauf que certains actes... Ça dépasse. Exactement. Ça dépasse certains actes qu'elle fait tous les jours, comme elle a des patients qui n'ont pas de médecin généraliste, eh bien, il n'y a pas d'ordonnance. Et comme il n'y a pas d'ordonnance, elle ne sera pas rémunérée pour ses actes. Et elle y va quand même. Le problème, c'est le jour où elle dit « j'arrête parce que je peux plus, parce que je n'ai pas la reconnaissance qui va avec ». Elle a une famille, elle a un couple, et tout ça, évidemment, ça a un coût énorme pour elle. Et donc, après des mois et des années ainsi, elle dit à un moment « je suis obligée d'arrêter parce que je ne peux plus être seule à donner ». Et je crois que ça traduit quelque chose aujourd'hui de la grande débrouillardise subie de beaucoup de Français, et avec tout l'optimisme que ça représente. Mais au bout d'un moment, ce cycle s'arrête ou s'amenuise. Et là, on est renvoyé directement à la question de qui fait société aujourd'hui et comment on fait quand ces personnes-là de l'ombre arrêtent. C'est vrai que la santé, c'est un des premiers sujets. Le portrait de Lauriane est très émouvant. Il y a aussi ces malades qui font parfois 1200 km. C'est le cas de Jean Eussinlic, pardon pour la prononciation, qui fait désormais 1200 km pour un simple rendez-vous, puisque impossible dans son territoire d'avoir une consultation, un médecin. Il souffre du cœur, on lui dit que c'est relativement grave. Il habite dans une partie d'ailleurs de la Bretagne, qui est plutôt la partie 5 étoiles, c'est-à-dire au bord de la mer, avec des très belles maisons. Étonnant, ça, donc on n'est pas du tout dans un territoire abandonné. Et c'est là où justement il faut voir toutes les nuances qu'il y a dans ce terme d'oublié. Et pour autant, il est diplomate de carrière, il a vécu à l'étranger, il a très bien vécu, et aujourd'hui, il ne peut pas être soigné pour son problème de cœur. Donc il fait un aller-retour, plusieurs fois par mois, à Paris, il dort chez une amie qui a une péniche, parce que tout ça, c'est évidemment assez frais, et il arrive à être soigné. Mais il arrive à être soigné avec, on le voit, un impact sur son pouvoir d'achat qui est énorme. Et il dit la même chose que d'autres, à savoir, j'arrive à m'en sortir parce que justement, la débrouille, je sais encore l'activer. Mais qu'est-ce qui se passe pour les autres ? Et pour être tout à fait concret, il y a des solutions en France. Et pour ne parler que de l'histoire du cœur de ce monsieur, vous avez à côté de Paris un lieu unique qui existe depuis des années, où vous pouvez avoir des radios d'absolument partout dans le corps, tous les jours, y compris la nuit. C'est-à-dire que si vous avez un problème au cœur, vous demandez un rendez-vous et à 3h du matin, on va venir s'occuper de vous. C'est-à-dire que vous irez dans ce centre qui est à Antony et on pourra vous faire passer une radio du cœur, quelque chose qu'on ne peut plus avoir dans certains départements en France. Comment ça a été rendu possible ? Parce qu'il y a une femme qui aujourd'hui gère ce centre admirablement, qui au départ était secrétaire et qui dit « moi, je décide ». Toute seule avec une équipe réduite. On a des médecins qui viennent de Tunisie. L'aéroport d'Orly est juste à côté. Et donc, ces médecins bossent pendant 15 jours. Ils repartent en Tunisie. Et c'est en général comme ça que fonctionne ce centre. Mais c'est possible aujourd'hui. Donc voilà, il y a des lueurs d'espoir sur le terrain. Au contraire, des télécabines que vous avez testées, et c'était pas hyper positif. Vous voulez vraiment qu'on en parle ? Ça donnait pas tellement envie en termes d'hygiène et puis de
de consultation tout Et de simplement. consultation. Enfin, Les télécabines. télécabines. On nous dit après le Covid, ça va être, Oui, ça va être la une révolution. solution miracle. Solution, Et ça l'est probablement pour certains Français, c'est une évidence. Mais moi, j'ai fait le test à plusieurs 2 reprises. fois, hein. Ouais, à 2 fois en 3 heures de temps. Et effectivement, j'ai fait croire que j'étais un petit peu enrhumé. Et le médecin, ça a duré 3 minutes 10 de mémoire. Et je l'ai chronométré par iPhone, filmé. Hein, donc, ça atteste de notre bien fondé. Et au bout de 3 minutes, le médecin dit: mais c'est bon, vous avez un Covid ou une rhinopharyngite. Ouais. Et allez hop, je vous mets un arrêt de travail. Et voilà, 2 fois de suite en 3 heures. Mais quand je vous dis 3 minutes, le médecin regardait à côté, n'écoutait pas ce que je pouvais lui dire en me faisant passer pour un patient juste doucement malade. Donc ça interroge, bien sûr que ça Ça interroge. interroge. Alors, il y a aussi un autre grand sujet de préoccupation, c'est l'insécurité, avec une des principales sources d'insécurité, eh bien, c'est le trafic de drogue. Un trafic de drogue depuis une quinzaine d'années qui est désormais sur tout le territoire français, petit village inclus, des forces de l'ordre qui se sentent oubliées, que vous avez rencontrées à différents endroits. Et là encore, notamment je pense à quelques villes qui sont du côté d'Avignon où certains flics, là encore, prennent sur leur temps libre pour que les journées qui sont déjà assez longues, eh bien, elles se poursuivent pour eux, parce qu'ils disent: on ne va pas abandonner des territoires où personne n'a rien demandé et où c'est déjà compliqué de faire, je cite un de ces policiers, où c'est déjà difficile de faire bouffer ses enfants. Si en plus on les abandonne sans faire de patrouille, on est foutu. Moi, j'ai assisté à des confrontations entre jeunes dealers et policiers. C'est parfois extrêmement musclé. De très très jeunes. C'est parfois très violent. Certains ont 12, 13, 14 ans, savent très bien qu'avec leur âge, il n'y aura pas les mêmes poursuites que quand on est adulte. C'est pas du tout populiste que de parler comme ça. Ce sont des réalités de terrain. Et il faut voir effectivement l'abnégation de certains policiers qui disent: on n'abandonne pas ces territoires. Il faut aussi rappeler, et je pense que c'est une notion fondamentale aujourd'hui en France, qui est celle de la bataille territoriale, pour ne parler que du narcotrafic. Et certains policiers aujourd'hui, moi je l'ai vu à Avignon à plusieurs reprises et j'en parle dans le livre, ils évoquent le fait qu'il faut harceler les narcotrafiquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la police qui est dans une stratégie de Pied par pied. harcèlement, voilà, pour que Reprendre ces le territoires ne territoire. soient pas perdus. Voilà. Alors en même temps, un des policiers vous dit: ça arrange tout le monde que le trafic se passe dans des petits ghettos comme ici. Les habitants sont embêtés, mais au moins on laisse le centre-ville tranquille. Et ce même homme qui est quand même, alors vraiment pour le coup, c'est pas quelqu'un qui démarre sa carrière il y a quelques mois. Il s'y connaît sacrément sur le terrain parce que ça fait plus de 20 ans qu'il bosse. Alors, il témoigne de manière anonyme parce qu'évidemment, il n'a pas l'autorisation de le faire dès l'instant où sa parole est politique. Mais le même dit aussi, voilà, il y a aussi une question d'élection. C'est-à-dire que ces territoires-là qui sont souvent abandonnés, vous avez beaucoup moins d'électeurs. Et donc, pour certains, je ne veux pas généraliser, mais pour certains responsables locaux ou pour certains élus, c'est peut-être pas là qu'il faut mettre le plus la gomme. Je prends soin de préciser que, évidemment, parfois, il faut nuancer un petit peu ce type de propos, mais je l'ai beaucoup entendu et on le voit sociologiquement, on le voit aussi dans des Il n'y a pas de études. gain électoral. Il y a parfois, dans certains endroits, Ouais. pas de gain électoral et vous avez de plus en plus d'observateurs pour le dire. Oui. Vous évoquez justement les élus. Vous êtes allé à la rencontre d'une maire, celle d'Antouillet. C'est une petite commune des Yvelines, 700 habitants. Elle parle du mépris de ceux d'en haut. Cette femme est impressionnante d'abord parce que ça fait des années et des années qu'elle est dédiée, comme tant d'élus locaux, avec ou sans étiquette, à la cause, si je puis dire. C'est-à-dire des semaines de 50, 60, 70 heures. Elle reçoit de plus en plus de mépris. On a vu l'enquête du Cevipof qui dit que 68% des Français continuent d'aimer leurs élus locaux. Bien écoutez, elle comme d'autres disent quand même que l'amour est un tout petit peu plus cassé qu'avant quand même. Donc ça ruisselle sur eux. Et elle dit cette phrase incroyable, elle dit: on est en train d'abîmer la République parce que à force de ne pas être entendus, de ne pas être considérés, nous, élus locaux, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans? Et elle fait une expérience incroyable, puisqu'on parle aussi du désamour d'une partie des Français vis-à-vis de la politique. Elle a regardé, durant les élections européennes et après les élections législatives qui ont suivi la dissolution, elle a regardé le visage des électeurs dans sa mairie au moment où ils sont sur le point de poser un bulletin dans l'urne. Et elle dit cette phrase, elle dit: ils sont de plus en plus hagards. Ils ne savent pas pour qui ils vont voter bien souvent au moment où ils rentrent dans la salle. Et encore plus, ils ont du mal à comprendre qui est qui. Et ça, je pense que ce sont des paroles qui nécessitent effectivement d'être entendues pour nous éclairer, nous, sur tous ces Français qui, à leur corps défendant bien souvent, se considèrent un tout petit peu paumés. Et je peux vous faire juste une anecdote. La semaine dernière, pour TF1, je tournais
au moment où à l'Assemblée, on était en train de voter pour On est dans la une censure. politique, oui. Moi, j'étais à Brie-sur-Marne, sur le Mhm. terrain, avec des électeurs et des militants LR, y compris le patron des jeunes, les Républicains, Mhm. qui étaient en train de tendre des tracts. Il y a 3 jeunes qui arrivent à un moment, donc il y avait 3000 personnes qui ne pouvaient pas monter dans le train parce que c'était bloqué, et tous étaient en train de paniquer à l'idée de ne pas pouvoir aller sur leur lieu de travail, et personne parlait de l'Assemblée. Et les jeunes ont regardé le tract, et l'un d'entre eux a dit: c'est qui? Le patron des jeunes Républicains a dit: ben, c'est Bruno Retailleau. Mais c'est qui? Ben, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur. Il était là 3 jours? Non, il a été, lui, en poste pendant 1 an. C'est quand même pas mal, répond le jeune des Républicains. Et juste après, son interlocuteur, de nous dire devant la caméra: je sais même plus qui sont les gentils et les méchants. Donc, je pense que d'une certaine façon, ce ne sont pas des paroles de politologue là que je vous donne, mais C'est irréel. ça traduit effectivement, non pas le divorce, mais le fait que la politique est dans la pièce d'à côté. Malheureusement, aujourd'hui, pour beaucoup, la porte est fermée. À la fois une politique très présente à la télévision, je pense aux chaînes info, etc. Et finalement très peu présente dans la vie, c'est ça, dans le De quotidien. beaucoup de Français, même de s'il beaucoup de y a Français. encore de l'espoir, de l'envie, mais je pense surtout qu'il y a besoin de perspectives. Et que ces Mais alors, perspectives aujourd'hui, ce sera ma dernière question. Où sont les lueurs d'espoir, François-Xavier Ménage? je vais vous donner une réponse de reporter. La plupart des oubliés qui sont dans ce livre ont une manière de parler Oui. qui privilégie le on et pas le je. La plupart du temps, et ça m'a frappé à la fin de l'écriture de ce livre, la plupart du temps, j'entends on, j'entends nous pour parler d'un territoire, d'une profession, d'un collectif, et j'entends très peu de je. Mais vous voulez que je vous dise, moi, c'est là que je vais le voir, cet optimisme. Et je fais pas mon béni oui-oui en parlant Ça, ainsi. c'est un signe positif. Je pense qu'il y a encore... Alors qu'on parle d'individualisme Eh bien, forcené. cet individualisme est loin d'être là présent tout le temps. Et je repense à ces infirmières qui travaillent bénévolement. Il y a beaucoup d'autres métiers qui aujourd'hui continuent à donner énormément. Beaucoup de Français qui continuent à faire société, mais d'une manière qui est peut-être pas assez représentée aussi. Donc à nous, reporters, et je m'inclus dans la critique, de mettre ça aussi en avant, bien sûr. Et on comprendra mieux la France comme ça. Merci François-Xavier Merci à Ménage vous. pour cette enquête et ce témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, Les Oubliés, enquête aux racines de la colère française, et c'est aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été en direct Merci avec à nous vous. sur le plateau de Point de Vue. À 22 ans seulement, Édouard Guyot achetait le château de Vaux, un château abandonné depuis de nombreuses années. 10 ans plus tard, il vient de recevoir le grand trophée d'Assaut Histoire et Patrimoine pour le magnifique travail de restauration qu'il a accompli. C'est aussi un prix qui récompense son audace. Je vous propose de regarder quelques images de ce château et on se retrouve tout de suite après avec Édouard Guyot. Bonjour Édouard Guyot. Bonjour Anne-Emmanuel. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes le lauréat 2025 du Grand Trophée d'Assaut Histoire et Patrimoine, un prix qui est organisé par la Fondation Mérimée, le Figaro Magazine, propriété Le Figaro. Et je précise que le groupe d'Assaut est actionnaire du Figaro. Alors, ce trophée récompense le magnifique travail de restauration que vous avez mené au château de Vaux. Vaux, c'est en Champagne, dans l'Aube. Comment vous êtes, Édouard, arrivé dans cette aventure du Grand Trophée d'Assaut? Plusieurs personnes m'avaient indiqué ce prix et m'ont dit il y a pas très longtemps, il faut absolument que tu le présentes. Parce que Vaux, c'est une aventure qui a duré 10 ans. C'était dans les conditions principales d'éligibilité, d'avoir mené un programme de restauration exemplaire pour au moins 10 ans.
Et je trouvais ça assez symbolique puisque aujourd'hui j'ai passé mes 30 ans et je me suis dit voilà, le château est aujourd'hui sauvé. Donc si je le fais pas aujourd'hui, ce prix, je le ferai pas demain. Vous étiez une cinquantaine à postuler. Quelle émotion a dominé, quel sentiment a dominé quand votre nom a été prononcé, quand vous avez appris que vous étiez lauréat? C'est un sentiment indescriptible. Beaucoup de reconnaissance déjà, beaucoup d'humilité aussi dans la manière de recevoir ce trophée, puisque dans les candidats et dans les lauréats aussi voisins du prix Coup de cœur, on parlera peut-être de l'abbaye de Valmagne, mais il y avait énormément de sites que je connaissais et qui aussi, eux, avaient fortement besoin de ce prix, de cette reconnaissance. Donc j'espère que c'est partie remise pour tous ces sites qui en ont besoin, autant que moi. Mais voilà, c'était un sentiment d'extrême, de chance extrême, et j'espère que cette somme sera bien réemployée. Et ça, j'en doute pas, parce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. On va y venir. Votre aventure, elle est effectivement incroyable, puisque ça fait 10 ans que vous possédez ce château. Vous l'avez acheté à seulement 22 ans. Où est-ce qu'on trouve l'argent à 22 ans? On trouve l'argent avec les banques. Et le problème, c'est de convaincre ces banques. Souvent, c'est ça le problème. Exactement. Il a fallu en convaincre combien? J'en ai vu une dizaine. Je crois que c'est 11, le chiffre définitif. Pourquoi 11 banques? Parce que je suis allé voir des banques locales. J'arrivais dans un département que je ne connaissais pas. Donc je me suis dit, c'est eux qui vont m'aider, c'est eux qui vont croire en ce projet. Ça n'a pas été le cas. Alors, c'est pas une punchline du tout. Je leur en veux pas. Aujourd'hui, on accueille des séminaires avec toutes les banques du département de l'Aube. On a des relations excellentes. Pas rancunier. Et on n'est pas rancunier, mais voilà, c'est une banque qui m'a fait confiance et qui a prêté 500 000 €. C'est beaucoup d'argent et à la fois, c'est peu pour un château qui a 300 ans d'histoire, une architecture signée par un grand architecte qui a travaillé pour Louis XV et 60 hectares autour. Donc on rappelle que pour 500 000 €, je pense qu'en région parisienne ou dans une grande ville, on achète une belle maison ou un appartement, mais on ne peut pas acquérir un château. Et finalement, faire ce pari à 22 ans, c'était dire, moi je le fais un peu, je fais mon parcours, mais différemment. J'ai pas fait d'études, j'ai raté mon bac, donc j'ai monté une entreprise et j'ai la fibre entrepreneuriale. Donc il y a une banque qui a accepté de suivre. Qui vous a accompagné, qui a dit Banco. Comment a réagi votre entourage? Est-ce qu'on vous a pris pour un fou à 22 ans, se mettre sur le dos, si vous me passez l'expression, un château à restaurer? Et puis on va venir dans le détail de ces restaurations. Beaucoup de gens m'ont déconseillé de le faire. Mes parents font ce métier depuis toujours. Ils nous ont éduqués à voir le beau et surtout à appréhender cette chance qu'on a de vivre dans des monuments. On a vécu des situations assez difficiles, financièrement, je parle. Vos parents, parce que c'est ça, c'est toute une famille, la famille Guyot, c'est aussi ça, c'est une famille qui aime le patrimoine et qui se lance dans l'aventure du patrimoine et qui restaure des châteaux. Nous sommes 6 dans la famille et il y a quasiment une dizaine de châteaux. Il y a mon oncle qui est à Saint-Fargeau et à Guédelon, ce sont des projets un peu plus connus, mais voilà, dans l'ombre, il y a aussi mon petit frère Louis qui fait plein de choses à côté de Bergerac, ma sœur Alice, mon frère Lancelot qui est plus un entrepreneur du patrimoine, qui a plusieurs sites, et mes parents, voilà, donc tout ce tissu familial fait qu'on a eu une expérience, même petite, une expérience passive, mais on en a tiré des leçons très tôt. À l'âge de 7 ans, on a vendu le château de Lurcy-Lévis. Mes parents n'ont pas eu un revers de fortune, ils n'en avaient pas, mais ils n'ont juste pas pu rembourser leur emprunt. Donc nous, on a vu ce grand château s'éloigner. On partait dans un autre château, une nouvelle aventure. Mes parents étaient un peu fous. Et on en a retenu beaucoup de leçons. Voilà, que l'argent ne faisait pas le bonheur, certes, mais qu'il alimentait parfois le bonheur et qu'il fallait garder les pieds sur terre. C'est une transmission d'expérience, c'est ça, entre vos parents et vous, vous diriez? C'est une transmission, effectivement. Personne ne nous a forcé à faire ce métier. On ne l'a pas fait dans une certaine lignée ou dans une certaine obligation des choses. On s'est tous lancés et moi le premier, puisque mon frère faisait des études, mon frère aîné, et moi j'en ai pas fait. Donc je considérais qu'il fallait avoir un projet et que dans la vie, il valait mieux se lancer très jeune plutôt que d'avoir des regrets. Et je voulais pas que ce soit un regret, je voulais que ça se fasse. Alors justement, on voit ce merveilleux château dans un écrin de verdure. Comment vous rencontrez, si je puis dire, ce château de Vaux qui est dans l'Aube, qui n'est pas votre région d'origine? Comment se fait la rencontre? C'est un hasard ou c'est un bout de destin qui m'a touché à ce moment-là. J'ai rencontré quelqu'un, un ami, qui a été un peu à l'origine de cette découverte et qui m'a dit: ce château, je ressens que c'est pour quelqu'un de la famille Guyot. Donc il faut que ce soit toi, parce que toi tu cherches une maison. Vous cherchiez un projet? Je cherchais un projet, ouais. Ma vie d'entrepreneur était sympa. J'avais
entre 18 et 20 ans. Et au bout d'un certain temps, je voulais valoriser quelque chose de mes mains et je voulais construire, je voulais faire quelque chose. Ça me semblait très important. Et Vaux, qui était un chef-d'œuvre du 18e au milieu de la forêt, c'était vraiment la maison qu'il me fallait. Donc cet ami a eu l'intelligence de le mettre en exergue. Il m'a emmené à Vaux. Et ensuite, c'est moi qui ai retroussé les manches, trouvé une banque. Et là, c'est un coup de foudre, vous diriez, comme avec une personne? C'est un coup de foudre immédiat. Ouais. Ça a été ça. Et je me suis dit, c'est ce projet et aucun autre. Dans quel état il est, le château, là, quand vous le rencontrez il y a 10 ans? À quoi il ressemble? C'est un château qui est abandonné depuis l'avant-guerre. La dernière famille qui l'occupa est partie en 1937. Et c'est un château qui a été pillé. Plus de boiseries, plus de décors, plus de cheminées, plus rien. Et un dédale de gravats à l'intérieur, des tôles qui recouvrent la toiture. Voilà, donc un siècle de retard sur le processus de travaux. Donc énormément à faire, beaucoup d'incertitudes sur le montant et même la faisabilité. Et il a fallu attendre 5 ans après la mise en route du projet pour démarrer ce grand chantier avec un architecte. Par quoi on commence? Le gros œuvre. Oui. Le gros œuvre, c'est-à-dire les toitures, la charpente, mais d'abord la stabilité du bâtiment. Sinon, on ne peut pas mettre une toiture neuve là-dessus. Et on a refait du coup tous les murs, les maçonneries et les structures intérieures qui s'écroulaient littéralement. Il y avait des étais, c'est des structures provisoires en X qui tenaient tous ces étages. Donc en fait, Vaux aurait dû s'écrouler 10 fois. Il a été sauvegardé par les services de l'État en région qui ont assuré cette tôle dans les années 90, sans laquelle en fait le château n'aurait pas été hors d'eau, il se serait écroulé. Il ne m'aurait pas attendu. Donc il y a eu ce moratoire d'une vingtaine d'années qui a permis de démarrer le chantier plus tard, mais il était parfois trop tard dans certains endroits. Alors comment vous financez? Alors vous avez fait un emprunt de 500 000, mais est-ce que ça suffit ou il a fallu compléter entre guillemets? 500 000 euros, c'était pour acheter le château. Après, il a fallu lancer, alors les travaux, comment ils sont lancer financés? une activité déjà. Ouais. Parce qu'au bout de 3 mois, j'avais ma première échéance qui tombait sur le compte. Donc il fallait assurer tout ça financièrement. Il fallait payer les charges, il fallait reboucher les allées, payer un stagiaire, puis après 2, puis après un salarié qui m'a aidé. Et aujourd'hui, on est une petite équipe, mais comment j'ai fait ça? Il a fallu tout faire tout seul, déjà dans un premier temps, parce que je n'avais pas de moyens. Et ensuite, démarrer... Faire tout seul, ça veut dire vraiment retrousser vos manches? Bosser jour et nuit, mettre des coups de peinture, faire de la chaux, des enduits, assurer au moins le minimum pour accueillir du public. Et quand on a fini d'accueillir les premiers visiteurs, on a atteint l'autofinancement. Mais après, passer la next step, qui est je démarre les travaux, et là, il y avait 3 millions de travaux urgents à faire. Je suis retourné voir la banque et j'ai dit, voilà, j'ai fait mes 5 premiers bilans. Est-ce que vous acceptez de me prêter, sachant que l'État se porte garant du projet pour des subventions assez importantes. On a eu 60% d'aide publique sur les 3 millions d'euros de sauvetage, sans lesquels j'aurais rien fait. Il faut le dire avec simplicité. Je n'aurais pas fait ces travaux si l'État et la région n'avaient pas aidé à ce point le château. Mais ils ont eu ces mots très clairs en disant, si on ne vous aide pas, vous qui avez 25 ans, alors que ce château est abandonné depuis un siècle, ce château est perdu. Donc ils ont eu cette vision un peu bienveillante pour m'accompagner, et c'est là qu'on a démarré les travaux et que j'ai vu le bout du tunnel. On a remis le bateau à flot, et aujourd'hui on voit la suite du projet de manière beaucoup plus apaisée. Les toitures sont faites, la façade est faite. Quels sont les prochains projets, travaux à mener à Vaux alors? Alors j'ai pas attendu qu'on termine tous ces gros travaux pour attaquer l'intérieur. On a restauré avec des amis et des bénévoles du château les caves qui avaient été fortement endommagées. On les a remeublées, redécorées, et les communs du château. Et là on finit cet hiver le rez-de-chaussée. On a refait le grand salon, la salle à manger, toutes ces belles pièces emblématiques de château. De A à Z, il n'y avait plus de sol, plus rien. Donc on a tout refait. Un programme de 100 000 euros par pièce. Tout ça, je l'ai autofinancé en parallèle de mes emprunts sur les travaux, de mes charges, de mes salaires à payer, puisqu'on est 4 personnes dans l'équipe à l'année. Voilà, donc tout ça, ça a grossi, ça a pris un peu de maturité. Et aujourd'hui, raisonnablement, on avance dans ce programme de travaux à l'intérieur. Il reste tout le premier et tout le deuxième étage. Donc encore potentiellement 1,5 million, voire 2 millions d'euros de travaux à aller chercher. La dotation du grand trophée d'assaut, c'est 100 000 euros. Ils vont être employés à quoi? Dès cet hiver, ils sont déjà plus ou moins engagés sur les travaux de la salle à manger, qui est la grande et dernière pièce du rez-de-chaussée. Une pièce qui va faire quasiment 200 000 euros de travaux, où on refait tous les sols, tous les décors. Donc voilà, donc évidemment, c'est ce petit coup de boost final, déjà qui fait du bien au moral, qui fait reprendre un peu foi en ce projet, parce que c'est quand même des maisons et des projets qui peuvent nous ronger parfois. On est obnubilé par des détails et par des grands sujets sur ces châteaux,
Je dis ces châteaux parce qu'il y en a plein, et je pense que tout propriétaire a à cœur, comme moi, d'avancer chaque année dans un programme de restauration. Et ben parfois ça nous coûte humainement. Il faut tenir le cap. Voilà. Et ce projet, il vient récompenser justement ces 10 ans où j'ai tenu le cap. Et où là, financièrement, ça vient donner un vrai coup de boost. Comment vous avez été accueilli et perçu par les gens du coin? Cette renaissance du château de Vaux, elle a dû marquer les gens, non? Alors, je pense qu'elle a été progressive. Les élus locaux m'ont fait un accueil assez spectaculaire. Beaucoup de gens dans le département et même à la région m'ont tendu la main pour essayer de donner de la visibilité à ce projet. Vous êtes plutôt bien accueilli dès le départ? Très accueilli, et très bien accueilli par les élus, très bien accueilli par les gens du village, qui étaient les premiers à découvrir le château avant l'ouverture au public, la saison 1. Donc voilà, je me suis vraiment livré, j'ai ouvert mon cœur et je leur ai dit, vous voyez, j'ai pas d'argent, mais je vais essayer de sauver ce château et j'ai besoin de vous pour le faire. J'ai besoin de fidéliser les acteurs locaux. J'ai besoin que vous réappropriez ce château qui est le vôtre. Et finalement, j'ai parlé avec mes mots, mais les gens, on a 20 000 visiteurs par an, il y a quasiment 80% qui sont des gens du département. Parce qu'ils ont conscience que c'est en étant ambassadeurs du patrimoine, de leur patrimoine, qu'on avance avec des petites choses et qu'on arrive à financer tous ces travaux qui, pour beaucoup, n'étaient pas évidents, voire étaient très périlleux. Alors Vaux, ce n'est pas seulement un château, on l'a aperçu dans les images, hein, c'est une incroyable forêt aussi qui l'entoure. C'est combien d'hectares et est-ce que vous êtes propriétaire en partie ou complètement de cette forêt, justement? Malheureusement non, puisque le domaine se vendait avec un grand ensemble de plus de 300 hectares. Ce foncier, aujourd'hui, il a un coût. Il a un coût aussi parce qu'il apporte beaucoup d'avantages pour défiscaliser, pour la transmission, etc. Donc ce foncier, aujourd'hui, quand il y a des ventes, est pris d'assaut par un profil d'acheteur qui est très... De spéculateur, vous diriez? Qui est très varié. Pas de spéculateurs, mais il y a des particuliers, il y a des entreprises, il y a des groupes, il y a des banques, etc. Il y a la Banque des Territoires, voilà, qui est une structure publique. Tous ces gens-là se ruent sur les forêts. Aujourd'hui, c'est une mode. Donc évidemment, il n'était pas négociable, ce prix sur les 300 hectares. Donc moi, j'ai dit, écoutez, on va prendre les choses autrement. Le château qui est l'épine dans votre pied, je vous propose de le dissocier de la vente et que vous me le vendiez. Voilà. Et c'est là que j'ai fait une offre à 500 000 euros qui a été acceptée à la 5e proposition, puisqu'évidemment, ils ne voulaient pas couper le gâteau. Mais tous les acquéreurs de la forêt ne voulaient pas entendre parler du château. Et s'il n'avait pas été classé, pour sûr, il aurait été rasé. Et ça, c'est des témoignages qu'on a eus. Voilà. Et heureusement, l'État a protégé ce château il y a maintenant 40 ans. Et cette forêt, elle est sublime. Vous avez des projets avec cette forêt? Alors, cette forêt, je ne l'ai pas achetée. Moi, j'ai acheté que les prairies. Oui. La forêt qui entoure ces prairies, c'est un particulier qui l'a acheté, avec lequel on s'entend très bien. Et on a un partenariat aujourd'hui qui nous permet de louer une grosse partie de cette entité, déjà pour la chasse, qu'on réduit au minimum pour éviter qu'il y ait une nuisance et des problèmes. Et ensuite, pour accueillir du public. Voilà. Parce que vous avez démarré il y a 10 ans avec 4 500 curieux, je crois, et aujourd'hui c'est 25 000. Hein, c'est 25 000 entrées payantes, oui, tout à fait. Et donc on les fait passer, pas dans toute la forêt, mais vous avez vu sur ces images, c'est ce qui rend Vaux absolument spectaculaire, c'est cette allée de 3 km qui traverse le massif forestier et tout ce relief. Voilà. Donc c'est une forêt qui est magnifique et on espère un jour pouvoir trouver une solution de gestion, de rachat progressive. Donc c'est pour ça que Vaux est un projet ambitieux, à plusieurs tiroirs, et qu'il faut le démarrer jeune. Donc je ne regrette pas d'avoir pris cette décision il y a 10 ans. Je précise que les 2 autres lauréats de cette édition 2025, eh bien, le prix coup de cœur du jury a été décerné à la magnifique abbaye Sainte-Marie de Valmagne. C'est dans l'Hérault et c'est une des plus belles abbayes du sud de la France. Et puis, le grand trophée des jardins a été remis au jardin de Comteval, c'est dans le Pas de Calais. Alors, je mentionne aussi le très beau reportage et les photos qui sont parues dans le Figaro Magazine de cette semaine, où on peut retrouver votre histoire et les magnifiques photos de Vaux. Une petite question autour de la sécurité. Il est bien protégé, le château de Vaux, en écho évidemment au cambriolage qui s'est déroulé au Louvre. C'est un sujet, la sécurité. On peut parler des cambriolages, on peut parler de sécurité incendie. Il y a le château de Médavy, qui est un chef-d'œuvre du 18e, qui a brûlé il y a 2 semaines. Ça nous a beaucoup marqué, tous les propriétaires privés. Et effectivement, il y a des sujets de sécurité qui sont grandissants, mais en fait, on fait avec des moyens qui sont dérisoires. Quand on voit que le Louvre se fait cambrioler en plein jour, on se pose de sérieuses questions sur comment ça a pu arriver, quels sont les systèmes de sécurité. On est tous outrés par ce qui s'est passé, ça a été le cas aussi avec Notre-Dame. Finalement, plus c'est gros, plus ça passe.
Merci Édouard Guyot d'avoir été avec nous et félicitations pour ce merveilleux prix qui vous a été décerné. Point de vue, c'est déjà fini. J'aurai la chance de vous retrouver demain. Passez une bonne après-midi en compagnie du Figaro.